Cette semaine, en manchette, fin des activités de l'usine de cellulose à Témiscamingue. Une journée difficile pour le maire de la ville, Pierre Gingras. Le parc national d'Opémican expose pour tout l'été les œuvres de l'artiste témiscamienne Joanne Abbott. Saison touristique chargée pour le musée de la gare. Plusieurs soirées musicales et une toute nouvelle exposition animeront le musée bientôt centenaire. La municipalité de Lorrainville accueille son deuxième Beach Party. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis du 17 juillet. Les employés aujourd'hui, oui, effectivement, sont assez tristes parce qu'ils voient que l'usine a arrêté. Ça leur confirme encore que ça va fermer. L'espoir, ils en ont toujours de moins en moins. Le choix de ces œuvres est directement en lien avec la mission des parcs nationaux et de la conservation, avec un regard direct sur la nature. Témiscamingue est une ville de compagnie industrielle et planifiée. On est trois villes comme ça au Québec, dont Témiscamingue. Donc, c'est quand même un fait inusité et impressionnant. Beau beach, le terrain de balle cette année, on cherchait un carré de sable. On l'a, le carré de sable. On a un beau rond de sable. Bonjour, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous. Mardi était le dernier jour d'activité de l'usine de production de cellulose haute pureté à Témiscamingue. Une journée sombre pour la ville mono-industrielle pour qui l'usine est le principal moteur économique. Nous sommes allés rencontrer le maire de la ville, Pierre Gingras, en cette dure journée pour sa population. Oui, la ville arrête de fonctionner aujourd'hui. La dernière feuille de papier a été produite ce matin. Et maintenant, les employés ils vont être mis à pied par RYAM le 15 août. Pas avant, parce que c'est selon la loi, selon les temps qu'ils ont dit qu'ils fermaient. Et les employés non plus ne peuvent pas quitter avant le 15 août, à moins d'avoir des pénalités. Alors c'est ça, c'est sûr que les employés aujourd'hui, oui, effectivement, sont assez tristes parce qu'ils voient que l'usine a arrêté. Ça leur confirme encore que ça va fermer. L'espoir, ils en ont toujours de moins en moins, malgré qu'il y a un comité qui a été mis en place pour évaluer les possibilités de repartir l'usine, des possibilités que cette usine cellulose soit vendue en même temps que les deux autres usines, Temple et Temcel. Le gouvernement leur a dit que s'il y avait, et RYAM aussi, en fin de compte, ils ont dit, s'il y a un acheteur pour l'ensemble du site au complet, on est prêt à regarder la solution. Le gouvernement lui a dit, nous, on est prêt à investir de l'argent. S'il y a un investisseur pour l'ensemble du site, pour faire des modernisations et tout. Mais la problématique, c'est RYAM, il n'y a pas trop de communication. Et malgré qu'ils ont dit qu'ils seraient prêts à accepter un acheteur éventuel pour tout le site, ne sont pas prêts à recevoir tout le monde. Leur condition, c'est sûr, qu'en autant qu'il y aura un bon prix pour l'achat et aussi qu'il n'y ait pas de concurrence. Alors, naturellement, le comité local travaille là-dessus. Je pense qu'ils ont une rencontre cette semaine encore avec le ministre Fitzgibbon et on va voir la suite des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que le comité a été mis en place la fin juillet. Non, fin juin. Fin juin. Et il y avait comme un calendrier de réalisation de 90 jours. Le premier 30 jours, c'était pour regarder toutes les options. Le deuxième 30 jours, après 60 jours, c'est arriver avec une proposition. Et après 80 jours, on dit voilà le plan pour la continuité de cette usine. Alors, à la fin de l'été, on devrait avoir un plan plus concret là-dessus. On va avoir un peu plus vers où ça se dirige avec toute cette situation. Oui. Malgré que tous les alignements, ce qu'on a comme information, ce que les employés pensent et croient, et souvent avec raison, c'est que ça va fermer. Bien, nous, on persiste. Nous, on croit que cette usine-là, il y a encore du potentiel. Et c'est avec ça qu'on travaille avec le gouvernement qui nous aide dans ce dossier-là pour que ça reprenne le plus tôt possible. C'est pour ça un délai de 90 jours. C'est pour... parce que les jours sont comptés. Si ça retarde plus que ça, qu'est-ce qui va arriver? Les employés vont s'en aller. Parce qu'ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de payer les maisons, ils ont besoin de... comme tout le monde. Alors, si tu tombes avec pas de salaire, bien, tu vas trouver un autre emploi. Donc,
C'est sûr que l'été, c'est quand même un bon temps pour peut-être prendre une pause, reprendre leurs vacances et patienter un peu pour voir s'il y a du progrès qui s'en vient. Mais quand même, ils sont pas certains à 100 % que ça va repartir, puis nous non plus. Mais on fait tous les efforts pour regarder les possibilités sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a de l'espoir que ça reparte avec Ryan ou à date, on miserait plus sur une autre entreprise qui la rachète? Parce qu'en ce moment, avec Ryan, la communication n'est pas à son meilleur. Est-ce qu'on se tournerait plus vers une autre entreprise? C'est sûr que les possibilités sont là, les opportunités sont là des deux bords. Est-ce qu'on pense que ça pourrait être une possibilité de le faire en collaboration avec Ryan? On pense qu'à ce moment-là, ça irait beaucoup mieux. Mais on regarde des autres opportunités avec d'autres partenaires, d'autres compagnies forestières. Alors tout ça s'étudie, il y a des contacts et on va voir pour le futur. Parce que je crois du côté de la ville et de tout le monde, vous allez vraiment mettre tous vos efforts là-dessus parce qu'on veut pas que ça ferme et ça serait un dur coup. On serait inquiet. Est-ce que sûrement des citoyens doivent déjà vous avoir partagé leurs inquiétudes? Ils vont peut-être devoir quitter la ville si ça ferme. Ils devront trouver un travail ailleurs. Ça doit être beaucoup d'inquiétudes pour toute la population. Oui, parce qu'ici, c'est une ville monoparentale. Donc, les gens, pour se déplacer ailleurs, c'est pas à 10 000 de la place, c'est pas à 20 000. C'est beaucoup trop loin. Donc, les gens vont devoir vraiment se déplacer. Et ce qu'on espère... Le problème, ce qui arrive, c'est pourquoi il faut que ça se fasse vite aussi, c'est que les gens, une fois partis, ils reviendront probablement pas. Puis ces usines-là, ça marche avec beaucoup d'expertise, beaucoup des chimistes, des ingénieurs, et c'est une population, c'est des employés qui sont beaucoup en demande. Et ce qu'on espère, c'est qu'on puisse avoir des décisions avant qu'ils soient tous partis, parce qu'après ça va être bien difficile de repartir l'usine. Témiscamingue n'est pas mort, mais il faut absolument qu'on mette beaucoup d'efforts pour que le projet se réalise. Parce que nous autres, ça représente quand même un gros pourcentage de notre population. Et ça va être essentiel et ça va se jouer ça à la fin de l'été. La date, ça va être peut-être en septembre que ça devrait avoir on va vraiment savoir où c'est que ça va se faire et que s'il y a une entente qui se fait avec Ryan. Exact. C'est la fin septembre, le 90 jours qui va avoir échu. Et il faut que les gens pensent qu'on travaille très fort à court terme pour que les choses se réalisent, que les choses avancent le plus rapidement possible pour pouvoir donner un peu d'espoir à nos employés. Merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir. On vous a parlé brièvement, il y a 2 semaines, de l'exposition de Joanne Abbott au Parc Opémican. Eh bien, cette semaine, nous sommes allés faire notre tour au Parc national pour voir de nos propres yeux les œuvres de l'artiste de Témiscamingue. La directrice du parc, Karine Bergeron, nous a donné des détails sur cet ajout pour la saison estivale 2024. Joanne fait partie de plusieurs candidates là, qui ont soumis une candidature suite à un appel d'offres de la MRC là, pour afficher des œuvres d'art dans les postes d'accueil du Parc national d'Opémican cet été. Et puis, on a choisi les œuvres de Joanne, là, étant donné la grande qualité qu'elle a démontrée dans sa technique utilisée et aussi le choix de ses œuvres directement en lien avec la mission des parcs nationaux là, et de la conservation, avec un regard direct sur la nature, là, les portraits là, des animaux qu'on voit un peu derrière moi. Donc, lorsque le jury a délibéré, là, on est tombé en amour, en fait, là, avec les œuvres de Joanne. Parce que c'est un processus que vous répétez à chaque année. Vous avez plusieurs candidatures d'artistes de la région. Là, Joanne, c'est elle qui a été l'élu cette année, mais à chaque année, vous en accueillez plusieurs. Oui, bien, c'est ça. En fait, c'est un processus là, depuis, je pense, peut-être 4 ans maintenant que ça dure en collaboration avec la MRC, qui veulent justement exposer des œuvres des artistes de la région dans différents locaux. Entre autres, eux le font à la salle de la MRC pendant toute la saison. Mais pendant l'été, vu qu'il y a peut-être moins de va-et-vient à la MRC comme telle avec les vacances des gens, tout ça, ils voulaient quand même donner une vitrine aux artistes. Donc, on a commencé ce partenariat avec eux
pour donner une chance justement aux artistes de se faire voir. Puis étant donné qu'on a quand même plusieurs visiteurs qui passent ici là, pendant la saison estivale jusqu'à la mi-automne qu'on est ouvert, on a décidé là, d'afficher ici. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on fait ça. Puis à chaque hiver, là, il y a un appel d'offres qui est lancé pour un appel de candidature, de portfolio. Puis il y a quelques artistes de la région là, qui soumettent leur candidature. Et puis un jury qui, je pense, là, après ça, pour délibérer, voir c'est qui va être choisi. Et à chaque année, on essaie de diversifier justement qui va être affiché. Comme l'an passé, entre autres, là, c'était le regroupement d'artistes là, de l'Artouche. Puis ce qui est bien, c'est qu'au cours de la saison, il y a 2 œuvres d'art, entre autres, là, qui ont été vendues pendant l'été. Là, la saison est jeune encore pour cette année. Là. On va voir comment ça va aller là, pour les œuvres de Madame Abbott. Mais on a des beaux commentaires en ce moment là, sur les animaux là, qu'elle réussit à dépeindre. Il y a un renard, entre autres, là, que vous allez peut-être voir, là, mais les flocons sur son pelage, on dirait quasiment qu'ils vont fondre là, tellement qu'ils sont réels. Pour vous, c'est vraiment intéressant, oui, d'avoir, en plus de vous, c'est un endroit, un parc naturel, un parc national, que vous avez beaucoup de fonds là, avec ces œuvres-là. Ça rentre bien dans votre mission. Oui, c'est ça, exactement. Là, on est chanceux, c'est pas mal tous des animaux là, qui sont présents là, dans la forêt mixte, la forêt qu'on a ici au Témiscamingue. Donc, il y a des ours, il y a un lynx, un renard, un super beau huard aussi qui est représenté. Donc, puis souvent, les visiteurs vont nous demander, on a des gens de l'extérieur de la région qui viennent, des gens du sud de l'Ontario, ils vont venir ici puis ils nous demandent c'est quel genre d'animaux sauvages vous avez dans la région. Donc là, avec les représentations des œuvres d'art, ça permet de les identifier encore mieux. Là. Et on va pouvoir les retrouver jusqu'à la fin septembre, jusqu'au début de l'automne? Oui, c'est ça exactement. Jusqu'à la fin septembre, là, les œuvres vont être exposées au centre de service de la Pointe-au-Pémican et également au poste d'accueil de l'Aniel. Merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Merci. Depuis le 24 juin que la saison touristique est lancée au Musée de la gare de Témiscamingue. Le musée compte une programmation variée de spectacles pour la saison estivale, en plus d'une exposition fortement basée sur l'histoire de l'usine de Témiscamingue. Colin Boucher est allé discuter de cette nouvelle exposition avec la directrice du musée, Mme Marie-Pierre Valiquette. Bien, ça va super bien. C'est déjà entamé depuis quelques semaines. Cette année, on présente 2 nouvelles expositions. Donc, une exposition au rez-de-chaussée qui retrace vraiment l'histoire de la ville de Témiscamingue. C'est dans notre mission de parler du patrimoine matériel et immatériel de la ville. Donc, on le fait dans une exposition qui est intimiste cette année, qui parle de fierté. On voulait, suite aux annonces qui ont été faites par Ryanair, qui est le propriétaire de l'usine ici, qui était pour fermer un des complexes. Donc, c'était 300 emplois qui étaient pour se perdre. Ça commence là, alors qu'on se parle. Donc, nous, quand on a eu cette annonce-là, c'était pas l'exposition qu'on avait prévue exactement, mais on s'est reviré de bord assez vite, puis on a décidé de présenter une exposition là, qui allait redonner de la fierté aux gens de Témis, qui explique pourquoi les premiers entrepreneurs sont venus d'Europe pour installer l'usine ici à la fin des années 1800, début 1900. Il y avait beaucoup de raisons qui ont expliqué que l'usine s'est implantée ici, qui a mené à la conception de la ville aussi. Témiscamingue est une ville de compagnie industrielle et planifiée. On est 3 villes comme ça au Québec, dont Témiscamingue. Donc, c'est quand même un fait inusité, impressionnant. Donc, on part de là pour l'exposition. Puis, on se rend jusqu'à l'épopée Tembec. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu un événement qui ressemble beaucoup à ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'était la CIP à l'époque qui était propriétaire de la compagnie. Eux, ils appartenaient tout ce qu'il y avait dans la ville, les maisons, les commerces, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont commencé à vendre les maisons à leurs employés. Puis quelques années après, ils ont fermé les portes sans avertissement. Après, ils avaient même dit qu'ils étaient pour investir dans l'usine. Puis à la place, ils ont fermé. Donc c'était des centaines de personnes qui se retrouvaient sans emploi, qui se sont mis ensemble pour créer Tembec, qu'on a connu ensuite comme Tembec, qui était une coopérative. Donc, c'est une première aussi au Québec dans le monde industriel. Fait qu'on voulait faire des parallèles un peu avec ça aussi. Puis, on termine l'exposition en demandant aux gens qu'est-ce qu'on veut, nous, pour Témiscamingue, pour l'avenir. C'est à nous autres d'écrire l'histoire.
qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe. Donc, on espère que ça va redonner de l'espoir aux gens. Donc ça, c'est pour la première exposition. La deuxième exposition, qui est au deuxième étage, c'est de l'art contemporain. C'est une exposition qui a été commissariée par Émilie Bécoté du RIF, qui regroupe 9 artistes femmes de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'appellent Appartenir. Ce sont des femmes qui parlent d'appartenance au territoire dans leur travail, donc on trouvait que c'était approprié aussi pour le contexte actuel, là. Donc, beaucoup de clins d'œil à la ville dans votre exposition. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent, par exemple, à l'extérieur du musée cet été? Oui, on a une scène extérieure depuis le centenaire, là, depuis 2021. On a une scène extérieure, puis on présente des spectacles toujours gratuits pendant l'été. Ça fait quelques-uns qui ont lieu, mais on en a des prochainement, là, on en a d'autres. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, notre page Internet pour connaître tous les détails de la programmation. Là, on espère accueillir beaucoup de monde. En lien avec l'exposition sur l'histoire de Témiscamingue aussi, pour ceux qui voudraient aller plus loin, comme vous l'avez vu en faisant le tour, là, on peut scanner les codes QR qui sont dans l'exposition. Ça nous amène à plus d'informations là, sur l'histoire de la ville. Et on a aussi cet été ouvert notre voûte aux archives au grand public. Donc, on a une salle dédiée à tout ce qu'on a comme archives ici au musée, que ce soit les anciens journaux depuis 1950 jusque dans les années 2000, des plans, des photos d'archives. Donc, tout ça est accessible pour le public. Puis, on est bien content de partager ça avec les gens. Donc, venez nous voir. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des futurs projets pour le musée de la Gare, un escape room même. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails sur l'avenir du musée de la Gare et ce fameux escape room? On a plein de projets. Là. C'est notre centenaire au musée de la Gare qui approche là, dans quelques années. Fait qu'on va être prêt. Puis, pour ce faire, on veut faire une refonte complète de tout ce qu'il va y avoir dans le musée, que ce soit l'exposition permanente et l'intégration, comme tu dis, d'un jeu d'évasion dans le sous-sol. Donc, ici, à la gare de Témiscamingue, on a le seul bunker authentique vérifié en Abitibi-Témiscamingue. Il y a des rumeurs qu'il y en aurait d'autres à Rouen, à Amos, je crois. Mais ici, à Témiscamingue, c'est le seul qui est comme confirmé. Donc, on veut y installer un escape room qui va être sur le thème de la guerre froide, la période où le bunker a été construit. Donc, là, il nous reste du financement à aller chercher. On a eu du financement pour la mise en place de la nouvelle exposition permanente et pour la mise en place du jeu en tant que tel. Mais il nous reste à aller chercher du financement pour la restauration du bâtiment qui va servir, dans le fond, à aller au sous-sol. Donc, on a encore un escalier qui date de 1927 et qui n'est pas aux normes pour accueillir des publics. Donc, on travaille sur l'obtention du reste du financement, puis on a bien hâte de mettre ça en place, là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à toi. Ce samedi, à Ville-Marie, se tenait le traditionnel Festival des saines habitudes de vie. Près de 185 personnes étaient au rendez-vous pour participer aux différentes épreuves sportives comme le triathlon, le duathlon et le triathlon olympique. La catégorie jeunesse du festival fut encore une fois de retour cette année. La 16e édition fut une édition réussie pour la directrice de l'événement, Lisanne Rivard, qui a déjà hâte à l'année prochaine pour une 17e. Les festivals de l'Abitibi-Témiscamingue recevront une aide venant de Québec chiffrée à 305 000 $ pour appuyer la survie des événements d'ici. Au Témiscamingue, la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, ainsi que le Festival Western de Gig recevront respectivement 40 000 et 38 000 $ du montant alloué à la région. Ces enveloppes serviront à couvrir plusieurs frais, tels que la sécurité et les installations nécessaires à la tenue des festivités. Avec 60 000 et 80 000 $, la Foire du camionneur de Barrault et le Festival Ossisco en Lumière font partie des 5 autres événements du côté de l'Abitibi qui recevront de l'aide. La Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade a choisi les sites de Chibécana et de Côte-Témis à Ville-Marie pour la 14e activité annuelle d'escalade du Festi-Rock. Les amateurs d'escalade pourront se réunir du 2 au 4 août pour l'édition 2024. Au programme, des ateliers d'initiation à l'escalade, de la grimpe libre, des cliniques de perfectionnement et même une activité de yoga.
Nouveauté pour le festival, une grimpe nocturne sera organisée avec un DJ en haut de la montagne. Pour le culturel cette semaine, les frères Sissoko ont amené plus de 250 personnes jeudi lors de leur spectacle à la Scène du Lac. Ce chiffre serait même un record d'après le décompte du directeur des communications de Ville-Marie, Guillaume Gonzalez. Les musiciens d'origine sénégalaise ont su piquer la curiosité du public du Témiscamingue avec leur musique alliant percussion et chant traditionnel. Samedi, c'était au tour de Lorrainville de vibrer au rythme de la musique. Le groupe Illusion jouait leur répertoire rock dans le cadre du Beach Party de la municipalité au Stadium Isa-Édouard. Les deux organisateurs de la soirée, Simon Gélina et Laurence Marcoux-Lepage, nous ont expliqué ce qu'ils ont concocté avant le début des festivités. Deuxième édition du Beach Party à Lorrainville après l'année dernière. On en a eu de là. On a une deuxième édition. C'est stéroïdes, on pourrait dire. Vous avez mis le gros paquet. Oui, mais les stéroïdes, je pense qu'ils s'appellent Laurence. Non, mais on a Laurence cet été, là, la municipalité, là, qui vient me donner un coup de main là, pour tout ce qui est activité, là, pour dynamiser la municipalité. Donc, je pense que ça porte fruit. Mais on a une belle programmation. Là, les gens vont être heureux. Là, on est bien hâte de les accueillir tantôt. On a beaucoup de choses. Là, je pense qu'ils vont être servis. Laurence, ça peut aller chercher... Là, on va avoir un band aussi. On a une tonne de jeux, des jeux d'eau. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, on a en fait une glissade d'eau, on a une piscine comme qu'on a à l'intérieur. On a aussi un volleyball trampoline qu'on est allé chercher à Montréal. C'est vraiment... c'est nouveau. Ça n'a pas paru nulle part. Fait qu'on est vraiment content d'avoir ça en région. On a un jeu gladiateur, donc c'est se pousser sur un jeu gonflable. On a une zone fraîcheur, un canon à mousse. Et oui, on a un band. On a Illusion, le band du moment, qui va faire une apparition ce soir. Puis on a 2 DJ aussi, à partir de 10 h. Qu'on veut écouter de la bonne musique ou bouger, on va aller chercher tout le monde avec toutes les belles activités qu'on a. Bien, ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller chercher la clientèle environ 12 ans et plus. On fait beaucoup d'activités pendant l'année pour les tout-petits. Ce soir, dans le fond, c'est vraiment pour les 12 ans et plus. On veut pas non plus que ça se bouscule avec des adultes, qu'il y ait des accidents. Fait que c'est vraiment avec les grands qu'on veut fêter ça. Fait que un beau beach, un terrain de balle cette année, on cherchait un carré de sable. On l'a, le carré de sable. On a un beau rond de sable. On a une belle équipe qui attend les gens derrière le bar. On a Odélie qui est là aussi, qui va servir ses drinks. Fait qu'on a beaucoup de beaux partenaires qui se sont joints à nous parce que c'est le beach quand même. CMG Expert, là, Clara Munet-Gauthier qui est là, qui embarque avec nous là, cette année. Et c'est le beach, CMG. On a CFR, on a Matériaux Gelette, on a les Cultures BioVie aussi qui nous prêtent tous les beaux arbustes qui sont ici sur le site. C'est eux qui nous prêtent ça. Est-ce que j'en oublie? Matériaux Gelette, je l'ai dit. Vas-y. Le député. Oui. Daniel Bernard. Oui, Daniel Bernard. Oui. On a Ecotone. Bien sûr. Tu peux parler de ton concours. Oui, en fait, on a aussi un concours ce soir qui est Gagne ta paddleboard pour l'été. C'est tellement simple. On prend une photo dans la zone Ecotone, qui est un photo boot. Donc, tu prends ta photo, tu la mets sur les réseaux sociaux, tu tags Ecotone et la municipalité Lorrainville et tu peux gagner une paddleboard d'une valeur de 800 à 900 $ là, quand même. Là. Alors, beaucoup d'activités ce soir. Bien, c'est pas la dernière activité qu'on va avoir cet été non plus à Lorrainville. Dans les prochaines semaines, on pourra voir quoi à Lorrainville? Écoute, la semaine prochaine, là, le 18 juillet, on a Cathy Vachon à l'église. Ça se poursuit ensuite avec le spectacle de variété pour justement en bénéfice pour l'église. Fait qu'avec une troupe, la troupe du village, plusieurs acteurs qui vont faire des acteurs de Lorrainville, qui vont faire des sketchs un peu à la saveur Gilles la Tulipe. On a des monologues, on a des chants. Alors, un beau spectacle d'environ 1h15 qui va vraiment être à ne pas manquer, je vous dirais. Seulement 20 $. Les billets sont en vente au fromage au village et au bureau municipal de Lorrainville. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on poursuit avec nos spectacles des Jeudis chauds. Fait qu'on a Anna Gélina qui va être là et le Dijolette. Et on termine notre été avec le show au Centre Richelieu qui est Petit Gros Bison. Fait qu'une autre belle soirée là, pour célébrer un peu la rentrée scolaire là, après une été, ma foi, mouvementée qu'on aura eu ici et très, très, très dynamique. Alors, ça va bouger à Lorrainville. Hey, merci beaucoup à vous et bon beach party. Bien, merci beaucoup. On peut se arrondir un peu là? Pour les spectacles de cette semaine, le groupe Hélium, avec sa chanteuse Cathy Vachon, sera de passage jeudi à l'église de Lorrainville. Hélium s'arrêtera ensuite samedi à Rémigny, où ils performeront au camping du village. Au sport, cette semaine au Témiscamingue,
Les Pirates ont procédé à une transaction en envoyant les droits du défenseur Derek Beaulieu aux Railers de Tottenham. Ville-Marie reçoit en retour le jeune attaquant Ryan Gilina. Bien que Derek n'ait pas joué lors des 2 dernières saisons, il a été un rouage important de l'équipe lors de la saison 2021-2022. Les Pirates ont également annoncé le retour du joueur polyvalent Isaac Denis. Le jeune Lassarois se démarque par ses capacités à jouer à l'attaque autant qu'à la défense. Sa personnalité colorée était aussi fortement appréciée dans le vestiaire de l'équipe. Pour les résultats de la dernière semaine dans la Ligue de softball, mercredi, les Mikinnacks l'ont emporté 12-11 face aux Little Dippers à TFN. Pendant ce temps, les Expos étaient de passage à Wenaway pour un programme double. Ils reviennent finalement de l'Est témiscamien avec un match nul contre les Stingers et une défaite de 12-11 face aux Warriors. Lundi, Centre de rénovation FLD n'a fait qu'une bouchée des Little Dippers pendant que les Mikinnacks ont vaincu l'équipe de construction Francis Roy 19-9. Pour terminer la semaine mardi, les Mikinnacks ont joué le même tour au Martineau avec une victoire de 17-7 à Gig. À la météo maintenant. Après la pluie de ce soir, on devrait observer les températures un peu moins suffocantes jeudi que lors des derniers jours, avec un maximum autour des 23 degrés en après-midi. Samedi, vous êtes mieux de décaler vos activités en plein air vers la fin de la journée, alors qu'on prévoit des risques de pluie en avant-midi et en début d'après-midi. On devrait tout de même pouvoir ressentir des maximums alternant entre 23 et 24 degrés sur le Témiscamingue. C'est malheureusement déjà la fin de notre bulletin de nouvelles de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Je vous invite également à vous abonner à la nouvelle page Facebook de TV Témis pour ne rien manquer des dernières nouvelles en lien avec votre télévision communautaire. Vous avez juste à rechercher TV Témis sur votre Facebook pour avoir accès aux entrevues de l'Info Témis de la semaine précédente. Et en terminant, Belle-Terre accueille la 13e édition de son Music Fest en fin de semaine. Vendredi et samedi, les passionnés de musique seront bien servis avec pas moins de 4 groupes qui performeront à chaque soir sur la nouvelle scène permanente. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir!